de réanimation des cardiopathies congénitales à Bordeaux. Et donc, au cours des prochaines minutes, je vais vous parler un petit peu de l'anesthésie-réanimation, donc des patients qu'on appelle une tétralogie de Fallot, sachant que le but de ce cours, c'est d'essayer d'être assez pratico-pratique pour vous donner un petit peu les clés pour, et les éventuels pièges qu'il peut y avoir à endormir ces patients au bloc opératoire et dans leur prise en charge en réanimation. Donc je vais, par contre, essentiellement parler de enfants qui ont perdu une cure complète de tétralogie de Fallot puisque, Bertrand Léobon a fait toute une partie sur l'anastomo systémico-pulmonaire, mais il y a un cours dédié à ça, donc moi je vais me concentrer sur, la cure complète. Donc initialement, donc comment ça va se passer au bloc opératoire et quels sont les pièges à éviter lorsque on induit ce genre d'enfant? En fait, la chose la plus importante, ça va être d'essayer de prévenir, le malaise. Et donc pour ça, il faut faire attention à quoi? Donc initialement, ça va être de ne pas aggraver le shunt droit-gauche, donc en préservant le débit pulmonaire et en évitant de diminuer les résistances vasculaires systémiques. Ensuite, concernant l'anesthésie, ça va être des enfants qu'on va essayer, de bien prémédiquer par du Lipnovel, on va mettre des patchs, voire mettre des patchs d'EMLA. Un jeûne le plus court possible pour éviter qu'ils fassent des malaises, donc ça va être idéalement des enfants qu'on va essayer d'opérer en première position le matin pour éviter de prolonger le jeûne. Et enfin, limiter tout ce qui est agression, donc douleur, bruit, donc essayer de faire ça dans un climat assez calme jusqu'à ce qu'ils dorment profondément. Concernant l'induction anesthésique, donc ça va être une induction essentiellement par déshalogénée. Ensuite, on l'approfondit par des opiacés. Donc c'est une cardiopathie avec, un shunt, mais le shunt est seulement droit-gauche, donc on peut les préoxygéner à 100 et toujours avoir un remplissage disponible. Donc, habituellement, donc, on va avoir souvent du sang et du plasma puisqu'on va primer la CEC au sang. Alors, lorsque les enfants sont conscients, réveillés, le diagnostic du malaise est plutôt, facile, mais lorsqu'ils sont sous-âgés, ça peut être un petit peu plus, on va dire, pernicieux. Et donc comment on va détecter le malaise sous anesthésie générale? Ça va être des enfants qui vont devenir, tachycardes, qui vont désaturer au niveau des SAT, qui vont baisser leur NIRS, qui vont baisser leur pression artérielle et alors si on ausculte, on a une disparition du souffle. Est-ce que Et donc, quel va être le traitement du malaise? Donc, au bloc opératoire sous anesthésie générale. Donc, on va essayer donc, de diminuer ce shunt droit-gauche qui s'est aggravé. Donc, on va essayer de diminuer les résistances vasculaires pulmonaires, donc en agissant sur la FiO2, donc en mettant une FiO2 à 100 en essayant de les hyperventiler pour les mettre un petit peu en hypocapnie. Ça va être également vasodilatateur pulmonaire. Ensuite, il va y avoir on peut mettre en place des traitements médicamenteux, donc essentiellement, ça va être le remplissage. Donc on peut, surélever les membres inférieurs, voire appuyer sur le foie, ça marche bien pour améliorer le remplissage du ventricule droit. On peut également les remplir, alors essentiellement avec, du sang, du plasma. Si vous l'avez pas encore, on peut remplir à l'albumine et en dernier recours, c'est assez rare et on essaie d'éviter au bloc opératoire, on peut se servir de bêta-bloquants. Mais en général, souvent, en diminuant la résistance vasculaire pulmonaire et en remplissant, on arrive à lever l'obstacle et à traiter le malaise. Et enfin, dernière cartouche, on peut essayer d'augmenter les résistances vasculaires systémiques avec des petites doses de vasopresseurs type, noradrénaline ou néosynéphrine. Et donc à ce moment-là, les enfants vont baisser la fréquence cardiaque, on va avoir les saturations et les SAT qui vont également monter et on va entendre le souffle réapparaître. Donc en opératoire, donc une fois qu'ils sont induits, donc là où il faut faire attention, c'est avant le départ en CEC, il va y avoir des situations à risque de malaise. Donc ça va être la sternotomie et lorsque, les chirurgiens vont commencer à manipuler, au niveau, de l'infundibulum, au niveau de l'oreillette. Là, ça peut être des, situations à risque de malaise. Et la deuxième chose importante, c'est du fait de l'hypodébit pulmonaire lié à la sténose pulmonaire, le TCE2 n'est pas fiable. Donc, idéalement, il faut essayer de contrôler régulièrement la gazométrie pour évaluer la PCO2. Et comme je vous le disais précédemment, avoir un remplissage disponible rapidement en cas de malaise par donc essentiellement du sang et du plasma. Alors, juste une petite diapo sur la protection myocardique. Chez ces enfants cyanogènes, alors, de manière générale, il faut éviter l'hyperoxie, mais chez ces patients cyanogènes, il faut encore être plus rigoureux, car ça augmente la production de radicaux libres et entraînant des lésions de réoxygénation en début de CEC au déclampage. Donc,
Ça ne sert à rien d'avoir des PO2 extrêmement élevés, il faut viser à peu près 15 kPa ou en dessous de PaO2. Et ensuite, au déclampage aortique et lorsqu'on reprend la ventilation, pensez à ne pas enfin, pensez à mettre des FiO2, on va dire entre 40 et 50%. Et donc la cardioplégie se fait au sang, en normothermie, avec des intervalles de réinjection réguliers, et ça permet d'avoir une meilleure protection et donc des besoins d'isotropes plus faibles en post-opératoire. Donc juste une petite diapo là pour vous montrer. Donc c'était par rapport aux lésions de réoxydation liées à la CEC. On voit que donc là c'est l'ascension de la troponine et qui augmente même plus de manière significative lorsque les enfants sont cyanogènes. C'est la petite barre grise. Tout ça pour dire donc que l'objectif de PaO2 est entre 80 et 100 mm de mercure, soit à peu près 10-15 kPa. Donc maintenant, la partie qui va être assez intéressante, ça va être le sevrage de la CEC. Donc comment on monitore ces enfants? Alors idéalement, surtout chez les enfants, donc les nourrissons, donc les petits pois, notamment sur des phallos irréguliers, c'est-à-dire des phallos qui peuvent avoir des anomalies coronaires associées, des petites artères pulmonaires. Il est intéressant de monitorer la pression dans l'oreillette gauche que le chirurgien, donc c'est un cathéter que le chirurgien va positionner, parce que ça va être un excellent moyen de monitorer la précharge du ventricule. Ensuite, pour la réparation, donc on va se servir de l'OTO. L'OTO va être idéalement systématique pour monitorer donc la fonction biventriculaire, savoir s'il y a un obstacle résiduel, savoir s'il y a une CIV résiduelle. Et avant de lancer les inotropes, on va mesurer les PSVD et faire le rapport entre les PSVD et les pressions systémiques afin de voir si ce rapport est correct. Habituellement, il faut qu'on soit en dessous de 50%. Concernant maintenant la stratégie pour les inotropes. Donc, on va avoir les enfants qu'on opère une tétralogie de Fallot, on va avoir besoin d'un support inotrope systématique. Donc, ça peut dépendre en fait de savoir selon si la valve est réparée, enfin la valve est conservée ou non. Si la valve est conservée, habituellement, c'est des VD qui s'adaptent bien et le support inotrope par Milrinone, donc on débute à 0,5 gamma km/min, suffit. Ensuite, s'il y a une ouverture de l'anneau plus ou moins associée à une monocuspre, à ce moment-là, il y a une insuffisance pulmonaire qui est importante, avec un risque de régurgitation, et d'autant plus aggravé si les artères pulmonaires sont petites. Donc là, on va dire qu'on va devoir avoir besoin d'upgrader un petit peu le traitement inotrope, et la plupart du temps, ça va être des enfants qu'on va sortir avec une association entre de l'adrénaline, donc on débute toujours à 0,05 gamma km et du chorotrope à 0,5 gamma km. Dans certains cas, alors c'est pas du tout systématique, pour essayer de décharger un petit peu le VD, on peut se servir de vasodilatateurs pulmonaires. Alors c'est extrêmement rare qu'on en ait besoin dès le bloc opératoire, mais des fois sur des réanimations un petit peu longues avec des VD un petit peu défaillants, on peut s'en servir de manière transitoire pour diminuer la posture du ventricule droit et l'aider un petit peu. Et enfin, concernant l'hémostase, donc c'est des patients, donc c'est quand même une chirurgie chez les enfants en moyenne qui ont 5-6 mois. Donc avec des enfants qui sont cyanogènes, donc une CEC, un clampage assez long. Donc tous ces critères peuvent nous faire prédire que le saignement péropératoire va être important. Et donc c'est pour ça qu'on est assez agressif au niveau de l'hémostase. Et dès la fin de la CEC, on va, en plus de la protamine, se servir de toutes les armes thérapeutiques qu'on a à disposition. Donc on va passer des plaquettes, du fibrinogène, du Canocan. Donc, on a sorti notre patient du bloc opératoire et donc maintenant, à quoi il va falloir faire attention au post-opératoire et à quoi il va falloir être vigilant. Essentiellement, en fait, il peut y avoir une dysfonction du ventricule droit, alors qui va être favorisée, vous voyez, par des facteurs multiples, donc le fait qu'il y ait une ventriculotomie, s'il y a éventuellement une CIV résiduelle, donc ça, normalement, on l'aura vu à l'ETO au bloc opératoire. S'il y a un défaut de protection du fait de l'hypertrophie du ventricule droit, des fois, les ventricules ne sont pas faciles à protéger. S'il y a une régurgitation de la valve pulmonaire, une persistance d'un obstacle, un patch transannulaire trop grand, une résection infundibulaire trop importante, des lésions coronaires, des API un peu limites. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux critères qui peuvent entraîner une dysfonction ventriculaire droite. Et c'est pour ça notamment qu'on met dès le début un support inotrope par Adré et Coro pour justement aider ce ventricule droit.
Et enfin, la deuxième chose qui peut se passer chez ces VD qui sont très musclés, souvent sur des phallos un petit peu vieillis, donc on peut avoir des VD qui restent restrictives, donc avec liées à une hypertrophie du ventricule droit avec une fibrose endomyocardique, et qui peut être aggravée par une mauvaise protection. Et donc, quelle va être la conséquence de ces VD restrictifs? C'est qu'il y a une régurgitation diastolique de la valve pulmonaire en même temps que la systole auriculaire. Et donc, comment on va les prendre en charge? Donc, ça va être des VD, en fait, c'est ensuite qui vont au fur et à mesure s'adapter et récupérer. Mais dans l'intervalle, c'est des patients notamment qu'on va devoir peut-être laisser intuber pendant un certain temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la fuite VDAP est augmentée pendant la phase inspiratoire. Donc, une des premières choses, c'est essayer de diminuer le temps inspiratoire. Ensuite, le risque de bas débit cardiaque chez ces enfants qui ont des VD restrictifs est plus important. Donc, les inotropes sont systématiques. Ne pas hésiter à bien les remplir en vous aidant notamment de votre KTOG pour voilà, monitorer la précharge. Et c'est chez ces enfants-là que on peut se servir du NO pour justement diminuer la passage du ventricule droit. Et ensuite, si ça ne suffit pas, une des possibilités, c'est de les reprendre chirurgicalement pour essayer de valver les artères pulmonaires pour limiter la régurgitation. Et donc, du fait de ces VD restrictifs et du flux un peu rétrograde dans la veine cave, il peut y avoir une forte incidence d'épanchements pleuraux, voire de l'ascite. Et donc, c'est des patients sur lesquels il ne va pas falloir se précipiter avant d'enlever les drains pleuraux, puisque souvent, ils vont être très productifs. Et le piège, c'est de les enlever assez rapidement et que l'enfant se retrouve avec des épanchements pleuraux bilatéraux qu'on doit drainer 24 heures après ou 48 heures après. Et donc, la plupart du temps, ces VD vont s'adapter en une dizaine de jours, 10-15 jours. Donc ça, en gros, c'est concernant un petit peu la prise en charge des phallos que l'on opère, c'est-à-dire à l'âge de 5-6 mois habituellement, qui sont dans le parcours classique. Ensuite, vous pourrez être amené à rencontrer des patients qui ont un phallo, on va dire, vieilli, c'est-à-dire notamment, ça va être des enfants qui viennent du mécénat de chirurgie cardiaque, et donc on va opérer plutôt à l'âge de 2-3 ans. Et donc c'est des enfants qui vont être très cyanosés, et donc la cyanose va avoir un effet multisystémique, donc notamment un développement de collatéral lié à la production de prostaglandine et de NO endothélial qui va entraîner une vasodilatation. Et donc ce qui est important à savoir, c'est que la pression sanguine est préservée grâce à la viscosité, donc il faut éviter les hémodilués. Donc c'est des enfants des fois qui vont arriver à 22-23 grammes d'hémoglobine, des hématocrites extrêmement élevés. Et donc il faut arriver à garder un niveau d'hématocrite et d'hémoglobine assez élevé, parce que si on les met même on va dire à 16-17 grammes d'hémoglobine, ça peut être très mal toléré au niveau hémodynamique. Et donc ensuite, la cyanose va avoir un effet multisystémique, donc notamment hématologique. Du fait de l'hématocrite très augmenté, il peut y avoir une hyperviscosité symptomatique si l'hématocrite dépasse notamment 65%, ce qui peut arriver, mais surtout il y a une diminution de tous les facteurs de coagulation, facteurs de Willebrand, plaquettes. Et donc, c'est des patients qui vont être vraiment à risque de troubles hémorragiques post-opératoires. Donc, comme je vous le disais précédemment, il faut essayer d'être agressif d'emblée sur l'hémostase péropératoire pour éviter d'avoir des complications hémorragiques post-opératoires. Ensuite, la cyanose va avoir un effet au niveau du rein, et donc le risque d'insuffisance rénale post-opératoire est plus important chez ces enfants-là. Et donc, ils peuvent passer de temps en temps par la case dialyse, donc selon l'âge, soit dialyse péritonéale, soit hémofiltration. Et enfin, alors ça, c'est juste pour la note, moi j'en ai jamais vu personnellement, il peut y avoir des complications neurologiques liées à la cyanose qui peuvent éventuellement contre-indiquer la CEC. Donc pour finir, en pratique, à quoi il faut penser lorsque on endort et qu'on prend en charge un enfant qui a une tétralogie de Fallot? À l'induction, toujours garder en tête, qu'ils peuvent faire des malaises et donc avoir la stratégie thérapeutique immédiate pour la prévention du malaise, qui consiste essentiellement donc à baisser les résistances vasculaires pulmonaires, donc en les oxygénant à 100 en essayant de les hyperventiler et avec un remplissage disponible rapidement parce que souvent, rien qu'avec le remplissage, on va réussir à lever un petit peu l'obstacle et casser un petit peu le malaise. En péropératoire, éviter l'hyperoxie, cardioplégie au sang en normothermie, un support inotrope systématique, au moins de la milirenone, et en général, on a quand même régulièrement besoin d'adrénaline pendant les 24-48 premières heures post-opératoires. Le TO, mais ça sera un petit peu pour tous les cardiopathies, est vraiment recommandé pour ce type, pour, euh, pour évaluer la fonction biventriculaire, rechercher les lésions résiduelles avant de sortir du bloc opératoire. Et enfin, en réanimation, c'est pister les complications, notamment la dysfonction ventriculaire droite ou le VD restrictif. Donc, c'est des enfants sur lesquels on ne va pas se précipiter pour les extuber dans l'heure qui suit l'intervention. On va se laisser quand même quelques heures, voir un petit peu
la tolérance et en fonction, si on voit que tout est OK, qu'il reprend une bonne durée et cetera, on pourra aller vers une extubation. Mais il y a certains cas où on a besoin quand même d'avoir un petit peu de recul avant de se lancer dans l'extubation et le réveil. Merci à tous.